Bonjour à tous. Alors, sur actes courants et techniques contractuelles, je le répète pour ceux qui n'avaient pas vu les premières vidéos, je ne suis pas là pour remplacer le cours que vous pouvez avoir avec d'autres enseignants qui ont pris le relais. Je parle en particulier notamment pour ceux qui sont rattachés à l'INFN, c'est-à-dire les collaborateurs en BTS, en licence professionnelle pour les universités, en DMN, ceux qui sont en voie professionnelle avec l'INFN, ceux qui sont en voie universitaire dans le cadre de DSN. Sachez que tout a été mis en place, soyez rassurés, il y a des cours en ligne qui sont prévus, les enseignants sont motivés, ils sont tous très bien organisés, les directeurs de site font également le job, donc votre formation en e-learning va être assurée. On vous tiendra au courant de l'évolution des différentes questions de stage, d'examen. Pour l'instant, on attend de voir si le confinement va durer plus ou moins longtemps. Donc, tout ça permettra ensuite de vous informer au jour le jour, mais vos directeurs de site sont à votre disposition et les directeurs de DSN des différentes universités sont également à votre disposition pour répondre à vos interrogations. En tout cas, on fait le maximum pour vous accompagner et ne vous inquiétez pas, vous êtes dans notre tête en permanence puisque vous êtes notre raison d'être et donc on essaye en permanence de trouver des solutions les plus simples pour vous pour que ça soit le moins préjudiciable. Alors, on va reprendre sur cette question des actes courants techniques contractuels où je vous disais que j'allais voir avec vous, juste pour que vous baigniez encore dans cet esprit notarial des actes courants et techniques contractuels, les principales questions, même si on ne va pas aussi loin que ce que vous pourriez faire dans le cadre d'un cours en présentiel avec un échange avec votre enseignant. On avait évoqué les questions d'offres d'acceptation, de conditions générales, d'obligations d'information, de devoirs de conseil, notamment en particulier en matière environnementale. Et on va maintenant passer au contrat préparatoire. C'est un gros morceau, en réalité, des actes courants et techniques contractuels, tout simplement parce que la promesse, pour prendre l'exemple de la promesse, qu'elle soit unilatérale ou synalagmatique, c'est le noyau dur, en réalité, l'interface autour de laquelle vous allez avoir un certain nombre de questions qui se rapportent à des clauses sensibles, à différents documents qui doivent être fournis, également à différents droits qui doivent être respectés, comme le droit de rétractation. Et on se rend compte que l'essentiel des questions se rapporte, dans le cadre de cette formation ou de votre pratique, eh bien, à la conclusion d'une promesse et aux difficultés que peut poser cette rédaction. Alors, pour commencer sur les contrats préparatoires, je vais commencer par le pacte de préférence. Ce pacte de préférence qui est désormais consacré au sein du Code civil, au sein de l'article 1123 du Code civil, qui ne nous apporte pas beaucoup de détails. En réalité, vous allez devoir, encore une fois, vous appuyer pour savoir de quelle manière vous devez le rédiger sur la jurisprudence, parce que l'essentiel du droit positif, c'est la jurisprudence, ce sont les décisions de la Cour de cassation en particulier. Alors l'article 1123 nous en donne une définition, c'est tout simplement le fait d'octroyer à quelqu'un un droit de priorité, et ce pacte de préférence peut prendre la forme d'un pacte autonome. Très souvent, lorsqu'on est notaire ou collaborateur, en consultant le dossier, on découvre un pacte de préférence qui n'a jamais fait l'objet d'une référence dans tous les titres de vente, qui n'a jamais été publié, même si la publication est facultative, et vous découvrez un pacte de préférence en tant que tel, qui a été conclu assez rapidement sur une feuille blanche entre deux voisins, l'un lui accordant la priorité sur le bien si un jour il décide de le vendre. Alors le plus fréquemment tout de même, c'est une clause de préférence qu'on retrouvait assez fréquemment autrefois dans les baux commerciaux, mais depuis que le droit de préemption du preneur commercial a été consacré, ces clauses de préférence sont un peu moins importantes, même si elles peuvent encore être importantes dans l'hypothèse où les conditions légales du droit de préemption du preneur ne sont pas réunies. Cette clause de préférence, on la retrouve également dans certaines donations. On a des hypothèses où on donne un bien à un membre de sa famille, mais on ne veut pas que celui-ci puisse éventuellement le revendre à un tiers. Alors, la clause d'inaliénabilité est assez parfois difficile à justifier puisqu'il faut un intérêt sérieux et légitime et limité dans le temps, alors que si vous avez un pacte de préférence, eh bien, le donataire, s'il décide finalement de vendre ce bien, devra faire une proposition en priorité, alors soit au donateur, soit à une personne désignée. Et vous voyez, ici, on peut avoir donc une donation accompagnée d'une clause de préférence. C'est assez fréquent en pratique. Ce qu'il faut faire également, c'est faire très attention lorsque vous rédigez une clause de préférence pour bien distinguer le pacte de préférence de la vente à réméré. Vous connaissez tous la vente à réméré, vous l'avez vu à d'autres occasions. Lorsqu'on a quelqu'un qui généralement a besoin d'argent liquide,
assez rapidement, qu'il ne passe pas par un établissement bancaire. Déjà, en tant que notaire, il faut que vous soyez très, très méticuleux et que vous fassiez très attention parce que si vraiment on a besoin d'argent pour financer une activité, le plus simple est quand même d'obtenir un prêt auprès d'une banque. Si on ne le fait pas et qu'on opte pour la vente à réméré, il va falloir que vous preniez des précautions. En quoi consiste la vente à réméré? Je vais vendre mon bien et par une clause, eh bien, je vais préciser dans une limite de 5 ans, c'est la limite maximale prévue par les textes du Code civil, eh bien, je vais me donner la possibilité de racheter mon bien. Et lorsque je vais racheter mon bien, non seulement je vais le racheter au prix, avec un prix qui correspond à la valeur du bien au moment où je le rachète, mais je devrais prendre à ma charge l'ensemble des frais qui se rattachent à cette opération. Donc généralement, quand on vend le bien, on le vend à un prix qui est nettement inférieur à la valeur du marché, et quand on le rachète au prix du marché avec tous les frais afférents. Donc, on ne choisit en réalité la vente à réméré que si on n'a aucun autre moyen d'obtenir un tel financement. Et généralement, ce sont des personnes qui ne peuvent plus obtenir de crédit parce que elles ont trop de crédit ou un taux d'endettement qui est trop important, mais elles ont encore un bien et elles pensent que la vente à réméré leur permettrait d'obtenir ce financement, de voir venir pendant 2 ou 3 ans, et lorsque leur situation financière sera en meilleure santé, eh bien, elles rachètent le bien. Sauf que la différence avec le pacte de préférence, c'est que dans le pacte de préférence, vous n'avez pas décidé de vendre, vous n'avez rien décidé, mais simplement vous dites, dans l'hypothèse où à l'avenir je déciderai de vendre, puisque je prends l'exemple de la vente, mais le pacte de préférence peut porter également sur un bail, sur une prestation de service. Si je décide de vendre un jour, eh bien, c'est à toi que je ferai la proposition en priorité. En revanche, dans la vente à réméré, on a déjà, pour ce qui est de l'acquéreur, il s'est déjà engagé à revendre le bien, finalement, si le vendeur initial lui demande. Donc, on a ici une configuration juridique qui est radicalement différente dans ces deux hypothèses. Alors, la vente à réméré, pourquoi je vous dis de vous en méfier? Parce qu'elle est souvent utilisée comme un moyen de contourner les règles d'ordre public concernant le taux usuraire. Lorsque vous utilisez la vente à réméré avec notamment des personnes qui ont des fonds qui viennent de l'étranger, qui viennent de Russie ou d'autres pays de ce type, eh bien, on s'est rendu compte que souvent la vente à réméré était le moyen de camoufler une opération frauduleuse. Je vous dis ça simplement en pratique pour que vous fassiez très attention lorsque l'un des clients vous sollicite en tant que notaire pour élaborer une vente à réméré. Ce n'est pas exclu qu'elle soit justifiée, mais à vous de procéder justement à des investigations plus importantes que dans une vente classique, parce que derrière, statistiquement, il y a parfois des cas de fraude, et là, vous engageriez votre responsabilité, puisque vous le savez, les rares cas dans lesquels vous avez le devoir de ne pas instrumenter, c'est lorsqu'il y a une fraude manifeste des parties. Alors, évoquons maintenant plus dans le détail ce pacte de préférence et notamment les modalités. Et c'est très important pour vous, puisque vous devez rédiger ce pacte de préférence ou cette clause de préférence sur mesure. Les deux interrogations qui reviennent assez fréquemment, c'est de savoir si je dois fixer une durée, d'une part, et si je dois déterminer un prix, d'autre part. Alors sur ce point, si on se fie uniquement à la jurisprudence et au droit positif, c'est très simple. Ni le prix, ni la durée ne sont des conditions de validité du pacte de préférence. Donc, vous n'engageriez pas pour autant votre responsabilité si vous êtes amené à conseiller à votre client la rédaction d'une clause de préférence sans durée et sans prix. Sauf que tout ça dépend à la fois des circonstances. Les choses ont un peu évolué, vous allez voir aujourd'hui, et puis vous avez des hypothèses où il faut une durée et un prix pour satisfaire l'attente des parties. Si je prends le cas de la durée, par exemple, il est vrai qu'un pacte de préférence sans durée signifie que ce pacte de préférence, tant que vous n'avez pas décidé de vendre, est transmissible aux héritiers. Donc, on peut avoir un bien immobilier qui va être grevé, entre guillemets, de ce pacte de préférence et qui va ensuite être transmis aux héritiers, qui va durer 20, 30 ans, 40 ans. Et puis, on voit bien dans cette hypothèse que même s'il n'y a pas à proprement parler, une atteinte au droit de propriété, il y a tout de même ici un droit personnel qui grève ce bien et qui peut être gênant, en tout cas pour les héritiers. C'est la raison pour laquelle on doit conseiller aux parties de fixer une durée. Soit vous fixez une durée déterminée,
pacte de préférence est valable pendant 10 ans, une clause de préférence est valable pendant 15 ans, peu importe. Ou alors vous précisez que ce pacte n'est pas transmissible. Et donc, n'étant pas transmissible aux héritiers, eh bien, c'est un contrat qui prendra fin au moment du décès du promettant. Donc, voilà une hypothèse relativement simple et qui permet d'éviter justement un certain nombre de difficultés. Alors, certains disent que ça devient même impératif aujourd'hui et que le fait de ne pas indiquer une durée dans un pacte de préférence pourrait justifier la qualification d'engagement perpétuel. Alors, par le passé, la question s'est déjà posée. Par le passé, on s'est demandé si le pacte de préférence sans durée, qui pouvait durer 20, 30, 40, 50, 60 ans, n'était pas finalement un engagement perpétuel prohibé. La Cour de cassation avait clairement répondu que ce n'était pas le cas, alors en expliquant que finalement on n'était engagé à rien et tant qu'on n'avait pas décidé de vendre, finalement il n'y avait pas un véritable engagement et par conséquent la qualification de perpétuité prohibée n'était pas applicable en l'espèce. Sauf que la donne a peut-être un peu changé, en tout cas c'est l'avis de certains, et même si on n'y a pas encore de jurisprudence, il y a tout de même des interrogations, et s'il y a des interrogations, en tant que rédacteur d'acte, vous avez, vous, l'obligation d'anticiper sur ces difficultés. Peut-être que demain, eh bien, on aura une décision qui nous expliquera que sans durée, le pacte de préférence n'est toujours pas un engagement perpétuel au regard des nouveaux textes du Code civil, mais tant qu'on n'a pas une telle décision, c'est à vous de prendre cette précaution. Quel est l'article qui pourrait avoir changé la donne? C'est l'article 1210 du Code civil qui prohibe les engagements perpétuels. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est une règle qui existait déjà avant. C'est pas une règle qui existait avant. Il y avait des cas, mais des cas particuliers, dans lesquels la Cour de cassation avait effectivement considéré que l'engagement était perpétuel, qu'il portait atteinte à la liberté individuelle, et qu'en tant que tel, l'engagement devait être annulé. Mais c'était au cas par cas. Il n'y avait pas de règle générale. Et encore moins une règle au sein du Code civil. Désormais, au sein de l'article 1210, on vous dit très clairement que les engagements perpétuels sont prohibés. Alors après, on ne nous dit pas ce qu'est un engagement perpétuel, mais ça dépendra des circonstances. Quand une personne physique sera concernée, c'est plutôt de vérifier si ça porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle. Si c'est une personne morale, on a eu tendance à considérer que si elle poursuit un but d'intérêt général, cette perpétuité n'était pas prohibée en tant que telle. Ou si elle était de 60 ou 70 ans, finalement, pour certaines personnes morales qui ont une durée d'existence de 99 ans, ce n'était pas un engagement perpétuel. Ou, vous voyez, sur d'autres hypothèses, c'est vraiment une appréciation au cas par cas. Maintenant, c'est une règle générale. Et certains me disent, désormais, comme il y a une prohibition générale des engagements perpétuels, peut-être que cela va inciter les juges à être plus exigeants à l'égard des pactes de préférence sans durée, et peut-être que certains juges, notamment les premiers juges, peut-être pas la Cour de cassation, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est éventuellement ce que pourraient décider les premiers juges, et un premier juge pourrait considérer qu'un pacte de préférence sans durée est un engagement trop long, s'il a duré éventuellement 40, 50, 60 ans, et que celui-ci doit donc être qualifié de perpétuel. Alors, quelle serait la sanction? Ce que nous dit la ligne 2, l'article 1210, c'est que si l'engagement est perpétuel, alors il faut le considérer comme un contrat à durée indéterminée. Et comme tout contrat à durée indéterminée, chacune des parties peut en demander l'extinction, peut procéder à la résiliation unilatérale de ce contrat. Alors, c'est là que ça peut devenir intéressant. Pour votre client, s'il veut un pacte de préférence et s'il veut vraiment que celui-ci dure dans le temps, même au-delà de 50 ou 60 ans, il faut lui expliquer que de toute manière, il n'est pas certain que dans 50 ou 60 ans, on considère pas que celui-ci est un engagement perpétuel. Plutôt lui conseiller une durée, même longue, mais une durée de 30 ans ou 35 ans ou 40 ans. Après, tout ça dépendra des circonstances, encore une fois. Mais on n'est pas à l'abri qui pourrait, et là ça pourrait intéresser votre client, si c'est lui qui supporte le pacte de préférence, si c'est un héritier qui récupère un bien et qu'il y a un pacte de préférence qu'il a récupéré du défunt, et pacte de préférence qui dure depuis 40 ou 45 ans, eh bien vous pouvez essayer de lui conseiller de faire valoir le caractère perpétuel de ce pacte et procéder à la résiliation unilatérale. C'est un conseil que vous pourriez lui donner pour essayer de faire valoir finalement la remise en cause de ce pacte de préférence. En tout cas, vous le voyez, même si la durée, au regard de la jurisprudence antérieure, n'est pas une condition de validité, ce n'est pas une bonne chose que de ne pas prévoir de durée parce que vous allez alourdir la charge finalement de vos héritiers. Et ce n'est pas une bonne chose au regard du nouveau texte qui est l'article 1210, puisque certains pensent que les juges se montreront plus exigeants et pourraient éventuellement être amenés à requalifier en contrat à durée indéterminée des pactes de préférence dont la durée serait excessive, comme l'exemple que je vous ai donné d'un pacte qui existerait depuis 60 ou 70 ans. Autre élément, et là tout aussi intéressant, le prix. Le prix n'est pas une condition de validité.
Et cela est d'autant plus facile à comprendre lorsque l'objet du pacte de préférence est un bien immobilier, puisque vous pouvez avoir un pacte de préférence sur un bien immobilier qui va être éventuellement mis en œuvre, réalisé 10 ou 15 ans plus tard. Et le marché immobilier, notamment dans certaines zones tendues, est tel que le prix que vous avez pu fixer au moment du pacte de préférence ne correspond plus à la réalité du marché et ne correspond plus à la valeur du bien au moment où vous avez décidé de le vendre. Donc, dans ces conditions, on comprend en pratique pourquoi il n'y a pas de prix. Mais on pourrait parfaitement fixer un prix et puis indexer ce prix sur l'indice du coût de la construction ou un certain pourcentage de l'indice du coût de la construction. Mais là aussi, c'est pas totalement satisfaisant parce que l'indice du coût de la construction ne correspond pas exactement à la valeur du marché et c'est un indice qui est beaucoup trop vulgaire pour pouvoir faire évoluer le prix convenablement par rapport à l'évolution du marché. Donc, ce qui explique qu'en pratique, il n'y ait pas de prix dans le pacte de préférence. Maintenant, il y a tout de même des hypothèses dans lesquelles vous devez, et si vous ne le faites pas, vous engageriez votre responsabilité parce que vous n'allez pas respecter la prévisibilité des parties et l'attente des parties. Il y a des cas où vous devez déterminer un prix et où vous devez également déterminer une durée. Je pense à une hypothèse qui a donné lieu à un arrêt de la première chambre civile du 23 septembre 2009, qui est un arrêt très intéressant qui se rapporte à une clause anti-spéculative. Alors, pour vous dire ce qu'est une clause anti-spéculative, on l'analyse généralement comme une clause de préférence. Moi, je doute que ce soit une clause de préférence, mais c'est de cette manière qu'on l'analyse. Et vous allez voir ici pourquoi, si vous êtes amené à rédiger ce type de clause, vous devez prévoir à la fois une durée et un prix. Et dans des hypothèses, vous allez voir, assez circonscrites. Les clauses anti-spéculatives, ce sont des clauses qui permettent de lutter, comme son nom l'indique, contre une spéculation illégitime. L'hypothèse la plus simple, c'est que vous avez toute une série de communes qui, dans le cadre d'une politique d'intérêt général, d'accès à la propriété des ménages les plus modestes, eh bien, va proposer un ensemble de biens immobiliers à des prix qui sont 20, 30, parfois 40% en dessous de la valeur du marché. Le but est justement de permettre à un maximum de personnes d'accéder à la propriété alors que leurs revenus ne leur permettent pas normalement d'y accéder. Mais en même temps, on n'est pas à l'abri de petits malins qui vont profiter de cette opération d'intérêt général et sur le dos de l'intérêt général spéculer en revendant immédiatement le bien. Et s'agissant du bien qui est le logement principal, ils n'auront pas à payer de plus-value. Or, s'ils achètent moins de 40% et qu'ils revendent au prix du marché, ben, vous voyez bien qu'ils vont sur le dos de l'intérêt général spéculer et profiter de cette opération. C'est la raison pour laquelle il a fallu trouver une clause qui permettent de protéger justement la commune et de lutter contre ces personnes mal intentionnées qui voudraient profiter du système pour s'enrichir. Et on a pensé dans cette hypothèse à une clause de préférence, c'est-à-dire que celui qui va acquérir le bien, s'il veut le revendre, eh bien, devra faire une proposition en priorité à la commune. Alors, le seul inconvénient, c'est que ça ne protège pas la commune pour autant, parce que s'il y a une clause de préférence qui est rédigée sans déterminer de prix ou sans durée, eh bien, ce que va faire l'acquéreur, c'est qu'il va proposer à la commune le prix du marché. La commune va refuser en disant, mais attendez, je vous l'ai vendu quelque temps à moins 40%, vous me le revendez au prix du marché. Eh bien, va refuser. Et donc, en refusant, eh bien, on libère ainsi le promettant de son pacte de préférence et il peut vendre à un tiers. Donc, ce n'est pas assez efficace. Et c'est là, justement, que le prix devient important. Parce qu'on va tout simplement dire à l'acquéreur qu'il achète le bien, et s'il décide de le revendre, il y a un droit de préférence au profit de la commune, avec un prix qui est le prix d'acquisition, donc c'est-à-dire 40% en dessous de la valeur du marché. Et pour tenir compte de l'évolution, eh bien, on va tout de même indexer ce prix sur un certain pourcentage de l'évolution de l'indice du coût de la construction, ce qui permet de tout de même faire un peu évoluer le prix sans qu'on puisse spéculer sur le dos de l'intérêt général. Alors en même temps, si vous dites cela, vous portez quand même atteinte, en tout cas vous limitez le droit de propriété de l'acquéreur, et donc cela doit se faire de manière proportionnée. C'est la raison pour laquelle il faut absolument fixer une durée. Généralement, quand on prend la durée moyenne d'un propriétaire, alors ça dépend des propriétaires, pour certains c'est l'acquisition d'une vie, mais pour ceux qui, en fonction de l'évolution de leur statut social, leur revenu, eh bien, vont avoir une augmentation de leur revenu et donc vont changer de bien, tout cela évolue tous les 7 ou 8 ans. Généralement, tous les 7 ou 8 ans, on rachète un autre bien. Eh bien, on peut parfaitement considérer que 8 ou 10 ans de pacte de préférence, c'est suffisant, c'est suffisamment protecteur et ça permet de lutter contre la spéculation illégitime. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin encore et envisager une durée de 20 ans?
Alors, à mon sens, une durée de 20 ans est une durée excessive, pardon. Simplement, on a pourtant cet arrêt du 23 septembre 2009 où la Cour de cassation l'a validé. Dans cette affaire, c'était exactement l'effet que j'ai évoqué, c'est-à-dire que vous aviez une commune avec des acquéreurs dans le cadre d'une politique d'intérêt général d'accès à la propriété. On veut se protéger, on rédige une clause qu'on qualifie de clause de préférence. On fixe un prix qui est le prix d'acquisition avec une indexation sur un certain pourcentage de l'indice du coût de la construction. Et on précise que cette préférence, elle est valable pendant 20 ans. Eh bien, la question qui s'était posée dans cette affaire, c'est est-ce qu'il n'y a pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, et notamment à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ou tout simplement à l'article 544 du Code civil. Eh bien, la Cour de cassation a considéré que l'atteinte était parfaitement proportionnée. Elle était proportionnée parce que le but poursuivi, un but d'intérêt général, qui était l'accès à la propriété, donc ce projet d'intérêt général, était un but légitime. Le fait d'avoir fixé un prix avec une indexation et de l'avoir limité à 20 ans, ces éléments-là, en tout cas pour la Cour de cassation, suffisait à considérer que c'était proportionné. Alors, c'est quand même un peu excessif. 20 ans, ça me paraît excessif. Maintenant, la Cour de cassation l'a validé, et elle l'a validé dans un attendu très motivé, donc on peut considérer que c'est valable. Mais attention, ce qui est valable dans cette hypothèse qui relève d'une activité d'intérêt général ne serait pas valable entre particuliers. Un particulier qui procéderait de la même façon en fixant un prix et en imposant ce prix pendant une durée de 20 ans ou 10 ans, eh bien, il n'y aurait pas ce but légitime d'intérêt général et on pourrait alors là considérer que c'est une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Alors, j'ai une question. Est-il au bout de ce délai, le pacte devient caduc? Geoffrey d'Almeida. Alors, qu'est-ce que vous appelez délai de latence au-delà duquel le pacte deviendrait caduc? Parce que dans l'hypothèse que je viens de vous exposer, si votre délai de latence, c'est de dire qu'à partir du moment où on a un pacte de préférence dont l'efficacité est limitée à 5 ou 10 ans, on peut l'analyser comme un délai de latence. Donc, il me faut juste une toute petite précision supplémentaire sur ce que vous entendez par délai de latence. Et vous ajoutez, Geoffrey d'Almeida, et un délai d'acceptation. Si j'ai décidé de vendre, prévoir pendant quel délai l'offre sera maintenue et dans quel délai je peux acheter. Oui, mais ça, tout cela est possible. C'est-à-dire que le pacte de préférence, quand vous prenez l'article 123, c'est quasiment une coquille vide. On vous donne une définition. La définition vous laisse une marge de manœuvre considérable et est dominée par le principe de liberté contractuelle. Donc, à vous ensuite de prévoir toutes les modalités que vous souhaitez. Vous pouvez parfaitement dire que dans l'hypothèse d'un pacte de préférence, si je notifie mon pacte de préférence, je fais une offre, je peux préciser dans le pacte de préférence que cette offre devra être formalisée par une lettre recommandée avec avis de réception ou qu'elle passe par un acte d'huissier. Je peux également préciser que l'offre ne sera maintenue que pendant un délai de 10 jours. Faute d'acceptation dans ce délai de 10 jours, on considérera que le bénéficiaire ne peut plus bénéficier de ce pacte de préférence et vous prévoyez même ce délai de 10 jours comme un délai butoir qui entraîne automatiquement la caducité du pacte si celui-ci n'est pas accepté dans le délai. Vous pouvez tout prévoir. Dès lors que vous avez prévu des modalités et que vous avez été très précis sur les conséquences du non-respect de ces modalités, parce que sinon, ça risquerait de poser des problèmes d'interprétation. Mais si vous expliquez bien que le non-respect des modalités convenues entraîne caducité du pacte et libération du promettant, c'est parfaitement valable. Maintenant, là aussi, faites très attention, parce que plus vous allez prévoir de modalités, notamment dans votre manière de notifier l'offre de vente, plus c'est contraignant pour le promettant qui lui-même doit les respecter. Et s'il ne les respecte pas, eh bien, ça pourrait être analysé justement comme un manquement aux modalités convenues et considérer que vous n'êtes pas libéré de votre obligation. Mais vous pouvez absolument prévoir tous les délais que vous souhaitez, toutes les modalités que vous souhaitez dans la mise en œuvre de la réalisation de ce pacte de préférence. Je pense avoir répondu à votre interrogation sur ce point. Alors, il y a une autre difficulté sur le pacte de préférence. Là aussi, dans la rédaction, il faut de plus en plus être précis parce que ce pacte de préférence est un véritable piège et vous avez des choses-trappes que vous découvrez trop tardivement. C'est l'objet même du pacte de préférence. Je vais vous donner deux hypothèses que vous avez déjà rencontrées très probablement ou que vous rencontrerez très certainement. Imaginez que vous ayez un propriétaire d'un ensemble de lots. Il a un terrain sur lequel il y a 12 lots qui sont bien distincts et il va accorder à son voisin un pacte de préférence sur le lot numéro 5, d'accord ? Et uniquement sur le lot numéro 5. Ce propriétaire décide ensuite de vendre la totalité du terrain. Non pas le lot numéro 5, la totalité. Et le pacte de préférence, lui, porte uniquement sur le lot numéro 5. Est-ce qu'il va devoir
purger le droit de préférence? Est-ce qu'il va devoir faire une proposition en priorité aux bénéficiaires du pacte de préférence, alors que l'objet de la vente n'est pas le lot numéro 5, mais l'intégralité des lots dont il est propriétaire? Alors, ça, c'est une première hypothèse et on va y répondre juste après. La deuxième hypothèse que vous pourriez rencontrer, c'est l'inverse. C'est qu'il a un pacte de préférence qui porte sur l'ensemble des lots et le propriétaire décide de vendre uniquement un lot. D'accord? Et imaginons que ce lot, eh bien, soit en plus celui qui a le plus de valeur, celui qui est constructible, à la différence de tous les autres lots, ou celui qui a la plus belle vue sur la vallée. Donc, vous voyez, un lot un peu particulier. Donc, vous avez un pacte sur la totalité des lots et le propriétaire décide de vendre un seul lot. Doit-il purger le pacte de préférence? On va reprendre les deux hypothèses. La première est a priori réglée par la jurisprudence, même si beaucoup ignorent cette jurisprudence aujourd'hui, et vous allez le voir dans vos études, certains n'ont pas véritablement conscience de ces arrêts qui sont pourtant aujourd'hui de jurisprudence constante. Et puis le deuxième temps, je reviendrai sur la deuxième hypothèse. La première hypothèse, on a donc un pacte de préférence qui porte sur le lot numéro 5 et je décide de vendre l'intégralité. Eh bien, dans ce cas-là, ce que dit la Cour de cassation, et on va raisonner en deux temps, vous allez le voir, elle nous dit d'abord qu'il faut purger le pacte de préférence. Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on précisait que finalement, le pacte de préférence était d'interprétation stricte. Par conséquent, puisque le pacte de préférence ne portait que sur le lot numéro 5 et que la vente portait sur l'ensemble des biens, par conséquent, il n'y avait pas à purger le pacte de préférence. Mais cette jurisprudence a été remise en cause. Désormais, si votre pacte porte sur le lot numéro 5 et que le propriétaire décide de vendre l'intégralité, il va devoir purger ce pacte de préférence. Alors, on ne s'arrête pas là, parce que c'est vrai que là, ça paraît choquant. Mais la Cour de cassation a apporté une deuxième précision. Oui, il va purger le pacte de préférence. Mais il va purger le pacte de préférence pour l'intégralité des biens. C'est-à-dire que si le bénéficiaire du pacte de préférence souhaite faire valoir son droit, ce n'est pas uniquement pour acquérir le lot numéro 5, c'est pour acquérir la totalité des biens. Parce que la Cour de cassation nous dit, il faut effectivement purger, mais il ne faut pas non plus négliger les intérêts du propriétaire et il ne faut pas obliger le propriétaire à diviser sa propriété. Et donc, vous voyez, on a réussi à trouver une solution d'équilibre en disant, dans l'hypothèse où j'ai un pacte de préférence sur le lot numéro 5 et que je décide de vendre la totalité des biens, si mon client est le vendeur, je dois purger le droit de préférence. Mais en même temps, l'acquéreur, le bénéficiaire, s'il veut exercer son droit de préférence, c'est pour la totalité des biens. Il n'a pas le droit de limiter cela au seul bien lot numéro 5 qui concerne son pacte de préférence. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en pratique dans votre rédaction? Il faut en dire un maximum. C'est-à-dire que vous pouvez contrecarrer toute cette jurisprudence. Il suffit de dire que le pacte de préférence porte sur le lot numéro 5 et dans l'hypothèse où le propriétaire décide de vendre l'ensemble des lots, le droit de préférence ne joue pas. Ou inversement, pour éviter toute interprétation et tout contentieux, en expliquant que le pacte de préférence porte sur le lot numéro 5, mais dans l'hypothèse où le propriétaire décide de vendre l'intégralité des biens, eh bien, il devra purger le droit de préférence pour le lot numéro 5 uniquement. Ou prévoir autre chose. Vous avez un pacte de préférence sur le lot numéro 5 et précisez que s'il décide de vendre l'intégralité des biens, il devra purger la vente pour l'ensemble des biens, mais bien entendu, le bénéficiaire ne pourra exercer son droit de préférence que s'il accepte la totalité des biens. Donc, vous pouvez prévoir ce que vous voulez, mais il faut le prévoir. Et c'est d'autant plus nécessaire en la matière lorsque vous avez un pacte qui porte sur un seul lot face à un propriétaire qui est propriétaire de tous les autres lots, aux alentours. Il faut absolument que vous preniez cette précaution. D'accord? Dans ma deuxième hypothèse, où là, on a un pacte de préférence qui porte de manière globale sur l'ensemble des lots, et un seul lot est vendu justement par le propriétaire. Dans ce cas-là, s'il vend un seul lot, on devrait considérer que le pacte de préférence ne concerne pas ce lot. Et normalement, le propriétaire devrait pouvoir vendre ce lot et vous ne devriez pas pouvoir vous prévaloir du pacte de préférence dont l'objet porte sur l'intégralité des lots. Sauf si, et là, c'est le raisonnement que continuent d'avoir les juges, sauf s'il y a un lien d'indivisibilité. C'est-à-dire que finalement, c'est une évidence que la cession de ce seul lot ne peut pas se faire sans purger le pacte de préférence. Et c'est le cas notamment, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, dans l'hypothèse où vous avez une quinzaine de lots, le lot qui a été vendu
isolément, et le lot qui est constructible, ou éventuellement le lot qui a le plus de valeur, puisque c'est celui qui a une vue imprenable sur la vallée par rapport à tous les autres lots qui sont plus isolés ou une surface plus petite. Dans ce cas-là, cet élément-là permettra éventuellement au juge de considérer qu'il y a une indivisibilité, et dans ce cas-là, effectivement, le pacte de préférence devra être purgé, quand bien même c'est un seul lot qui a été cédé. Mais là, vous vous livrez encore une fois à l'interprétation du juge. Donc, c'est à vous de connaître cette jurisprudence pour anticiper et rédiger correctement votre clause. C'est à vous de dire que certes, le pacte de préférence porte sur l'ensemble des lots, mais vous précisez également que la cession isolée de n'importe quel lot devra également faire l'objet d'une purge du pacte de préférence. Ou l'inverse, en disant que il y a un pacte de préférence sur l'intégralité des lots, mais sur ce lot en particulier, justement, qui a le plus de valeur, vous considérez qu'il y a un lien d'indivisibilité et que si ce lot en particulier est également cédé, le pacte de préférence devra être purgé. Ou autrement, vous pouvez dire que le pacte de préférence porte sur l'intégralité. Si le lot, quel qu'il soit, est cédé isolément, le pacte de préférence ne joue pas. Ce pacte de préférence ne jouera que si l'intégralité des lots fait l'objet d'une vente. Tout est possible, mais il faut le prévoir. Et il faut donc anticiper, il faut donc interroger votre client afin de savoir ce qu'il veut très précisément pour pouvoir le traduire correctement dans une clause sur mesure. Dans ce cas-là, les SS2I qui vous offrent des trames ne sont pas très utiles. Les SS2I, de manière générale, c'est très utile. Mais pour ce type de clause sur mesure, où il faut vraiment tenir compte des circonstances et de la volonté des parties et du but précis qu'elles poursuivent, dans ce cas-là, il faut que vous rédigiez une clause sur mesure et que vous ne vous contentiez pas de faire du copier-coller des clauses, pour certaines d'entre elles bien rédigées, des clauses qui sont proposées par les SS2I. Alors, je continue sur la question du pacte de préférence. Et première réponse très rapide sur ce pacte de préférence, toujours de manière très générale, dans son rapport avec les droits de préemption. Est-ce que le pacte de préférence peut l'emporter sur certains droits de préemption? Le droit de préemption du locataire, par exemple, ou le droit de préemption de la SAFER? Non. Le pacte de préférence, c'est une priorité conventionnelle, c'est un droit de préemption conventionnelle, si vous voulez, et dans ce cas-là, il est en bas de la hiérarchie. On aura l'occasion de le revoir lorsqu'on abordera ensemble la hiérarchie entre les droits de préemption et les conflits entre droits de préemption, mais le pacte de préférence passe en dernier. Donc, dans l'hypothèse où vous avez un pacte de préférence, il souffrira de l'existence d'un droit de préemption. Maintenant, faites très attention, si vous accordez dans un pacte de préférence une priorité à éventuellement, je sais pas, une tierce personne, et que vous louez le bien de telle sorte que la location de ce bien crée un droit de préemption au profit du locataire, alors dans ce cas-là, on considérera qu'il y a eu violation du pacte de préférence. Alors, vous ne pourrez pas, dans ce cas de figure, remettre en cause le droit de préemption du locataire, parce que celui-ci l'emportera dans le cadre d'un congé pour vendre. En revanche, vous pourrez engager la responsabilité du promettant parce qu'il a violé son pacte de préférence en accordant un contrat, ou en concluant en tout cas un acte qui vient court-circuiter la pleine efficacité du pacte de préférence. De la même façon et dans le même esprit, on s'est demandé s'il était possible de conclure un pacte de préférence dans lequel on préciserait que finalement ce pacte de préférence jouerait, mais en réservant au promettant la possibilité de renoncer à sa vente. C'est-à-dire qu'en gros, il accorde un droit de préférence au voisin et il veut vendre le bien éventuellement à un tiers et il se dit j'ai le droit de renoncer à la possibilité de faire valoir, enfin à la possibilité d'accorder aux bénéficiaires un droit de priorité. Alors ça a l'air ridicule parce que c'est purement potestatif. Et dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas de pacte de préférence, vous n'avez rien entre les mains et ça ne vaut rien. Donc, dans mon hypothèse, vous voyez, c'est une hypothèse pourtant qu'on rencontre assez fréquemment, hein, où le promettant se réserve la possibilité de changer d'avis. Évidemment, là, vous n'avez rien entre les mains, c'est potestatif et on pourrait même engager sa responsabilité. Alors, autre point intéressant, c'est de savoir à partir de quand on est libéré du pacte de préférence. Encore un exemple très très pratique. J'ai un pacte de préférence, je fais une proposition de vente à un acquéreur. Imaginez que ça soit juste avant cette situation déplorable et malheureuse qui est celle du coronavirus. Le marché immobilier est en pleine explosion, les prix de l'immobilier sont très élevés. Vous faites une proposition à un acquéreur et justement celui-ci refuse. Et il refuse
parce qu'ils considèrent que le prix est beaucoup trop élevé. D'accord ? À partir de là, vous décidez en tant que promettant de ne pas vendre le bien, vous le conservez, et puis les temps évoluent, la crise du coronavirus prend fin, et puis on se retrouve dans un marché immobilier encore plus dynamique parce que la période du coronavirus a fait qu'il y a eu tellement de manque que l'économie repart de plus belle, et là vous avez des prix qui sont beaucoup plus élevés. Et le propriétaire qui avait proposé la vente d'un appartement 100 mètres carrés dans le 6e, qu'il avait 100 mètres carrés, plutôt 100 mètres carrés dans le 6e, qu'il avait proposé à 3 millions d'euros, eh bien, il le propose 5 ans plus tard, encore une fois à 3 millions d'euros, mais considérant que la première offre qu'il avait formulée avait été refusée par le bénéficiaire, il se considère comme étant libéré, finalement, du pacte de préférence qui est devenu caduc, et il fait justement une offre directement à un tiers pour 3 millions d'euros pour le même appartement, d'accord, mais 5 ans plus tard. Le bénéficiaire du pacte de préférence qui avait refusé la première offre se dit, bah, il aurait dû me faire une proposition en premier, le pacte de préférence n'était pas caduc, il devait d'abord me faire la proposition avant de proposer un tiers. D'autant que 3 millions d'euros, si à l'époque c'était un peu excessif, 3 millions d'euros aujourd'hui, c'est une très bonne affaire. Et donc, il demande à ce que justement on engage la responsabilité du promettant. Alors, il tente d'obtenir la preuve de la mauvaise foi du tiers pour obtenir également la substitution, peu importe. Mais dans ce cas-là, est-ce que le pacte de préférence est caduc, dans la mesure où une première offre a été formulée et qu'elle a été refusée, ou est-ce qu'on considère en réalité que le pacte de préférence, puisqu'il n'a pas vendu le bien, continue de produire ses effets? Bien, sur ce point, la Cour de cassation a rendu un arrêt, et elle rend un arrêt qui est assez étrange, mais elle explique qu'à partir du moment où il s'agit des mêmes conditions, puisqu'elles ont été refusées une première fois, eh bien à partir du moment où l'offre qui est formulée 5 ans plus tard est la même que celle qui avait été formulée 5 ans plus tôt, il n'avait pas à repurger le pacte de préférence et il pouvait vendre à un tiers. Alors c'est assez étrange comme décision, mais il faut retenir le principe. Si je fais une première proposition qui est refusée et que quelques temps après je fais la même proposition, je ne suis plus tenu par le pacte de préférence. Sauf que là, les conditions étaient les mêmes en numéraire. Au regard de numéraire en termes de prix, le prix était effectivement le même, mais la valeur n'était pas la même. Quand vous proposez 3 millions d'euros 5 ans plus tôt, l'affaire n'est pas bonne. Quand vous proposez 3 millions d'euros 5 ans plus tard, l'affaire devient très intéressante. Et justement, c'est là que le raisonnement de la Cour de cassation est un raisonnement assez étrange, parce qu'économiquement, totalement déconnecté de la réalité, c'est que le prix n'est pas du tout le même. Le prix qui est proposé 5 ans plus tard n'est pas du tout le même. Et pourtant, pour la Cour de cassation, elle se livre à une appréciation purement objective. La somme, en réalité, est exactement, au regard du nominalisme monétaire, est exactement la même. On a 3 millions une fois, 3 millions la deuxième fois, et donc elle ne va pas chercher plus loin, elle dit que les conditions sont les mêmes. Donc, on peut s'appuyer sur cet arrêt. Si vous avez un client qui a un pacte de préférence, qui a fait une première offre 5 ans plus tôt à 3 millions d'euros et qu'il fait une offre plus tard à 3 millions d'euros, vous devriez considérer ici que votre client est libéré et qu'il n'a pas à repurger le pacte de préférence. Même si c'est un peu risqué. Mais au regard de cet arrêt, vous lui expliquez la situation, clause de conseil donnée, il prend en considération le risque et il accepte de prendre le risque ou non. Vous avez cet arrêt de la Cour de cassation pour vous. Cependant, le mieux tout de même, si vous rédigez le pacte de préférence, c'est de le prévoir. C'est de prévoir que si une première offre est faite et qu'elle est refusée par le bénéficiaire, eh bien, le pacte de préférence devient caduc. D'accord ? Maintenant, s'il fait une proposition quelques temps après qui est beaucoup plus intéressante avec un prix inférieur, là, il s'agit d'une fraude. Et dans ce cas-là, vous pourrez considérer que le pacte n'est pas caduc et qu'on est dans une situation frauduleuse. En revanche, s'il fait une proposition 5 ans plus tard à un prix un peu moins élevé ou 5 ans plus tard au même prix, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas considérer avec 5 ans de décalage qu'il y a une fraude. Et comme vous avez bien prévu dans l'acte que si on fait une proposition dans un pacte de préférence à un certain prix et que si ce prix est refusé, le pacte est caduc, ben vous n'avez plus aucune hésitation. Vous ne devez pas vous fier uniquement à cette décision. Si vous voulez vraiment vous protéger avec cette décision, prévoyez la solution de cette décision dans votre acte en disant que le pacte de préférence proposé une première fois à un certain prix, s'il n'est pas accepté, entraîne caducité. Et si par la suite, le même prix est proposé à une tierce personne, il n'y a pas à repurger ce pacte de préférence. C'est le meilleur moyen, justement, de ne pas se maintenir dans une situation d'incertitude.
Alors, j'ai une question de Stelita Jorbi. Qu'en est-il lorsque le pacte de préférence est prévu dans le bail commercial au profit du preneur et inscrit dans l'état hypothécaire? Le dit bail a été cédé et le vendeur souhaite vendre. Lorsque vous avez un pacte de préférence qui est prévu, alors c'est dans une hypothèse où le droit de préemption commerciale ne jouerait pas, et que le bail est cédé, normalement, vous avez un droit qui est purement personnel, donc la transmission ne se fait pas automatiquement. Il faudrait établir justement que celui qui a repris, dans votre hypothèse, c'est au profit du preneur, état hypothécaire, le bail est cédé, le vendeur souhaite vendre. Ah, vous voulez savoir en fait si c'est le preneur qui récupère le pacte de préférence. Peut-être une précision ensuite, suit le bail, donc j'ai la suite, pardon. Le pacte de préférence suit le bail ou subsiste à la cession du bail et doit être purgé tout de même au preneur qui n'est donc plus preneur car son bail a été cédé. Oui. Alors, justement, dans ce genre d'hypothèse, il faut le prévoir par une clause et prévoir que le pacte de préférence profite, et c'est l'aspect intuitu personae, profite au seul preneur et qui n'est pas transmissible automatiquement au nouveau preneur. À mon sens, un pacte de préférence n'est pas accordé à n'importe qui. Et notamment dans le cadre d'un bail commercial, il est accordé en considération de la personne. Donc, s'il y a une cession du bail, la cession n'opérera pas automatiquement. Et à mon sens, pour qu'elle puisse être cédée, il faudrait obtenir, et là on aurait plutôt une cession de contrat qui s'opérerait, il faudrait obtenir l'accord du cédé, donc l'accord du bailleur, pour que le nouveau preneur puisse en bénéficier. Et à mon sens, s'il n'est plus preneur, on devrait considérer que le pacte de préférence est caduc, puisque ce pacte de préférence a été accordé, la clause de préférence, dans l'hypothèse et en considération justement de la qualité de preneur. Donc voilà pour ma réponse. Le mieux, c'est d'avoir une clause qui le prévoit. Si vous ne prévoyez rien, je ne pense pas qu'il y ait transmission automatique parce qu'il y a un fort intuitu personae et le fait de ne plus être preneur, à mon sens, fait perdre au preneur le bénéfice de ce pacte de préférence qui a été accordé en considération de ce statut qui était celui de preneur. Voilà pour répondre à votre interrogation. Alors, je continue sur le pacte de préférence et je vais m'intéresser un peu maintenant à la force obligatoire de ce pacte de préférence. Vous connaissez cette jurisprudence par cœur qui découle d'un arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006 et qui a été intégrée à l'article 1123 du Code civil. On sait qu'en cas de violation du pacte de préférence, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est bien entendu d'engager la responsabilité contractuelle du promettant qui a violé ce pacte de préférence. Ensuite, on peut également, dans l'hypothèse où un professionnel avait connaissance du pacte de préférence et n'a pas préservé les droits du bénéficiaire, là aussi on peut engager sa responsabilité. C'était d'ailleurs le cas dans une affaire de mémoire de la première chambre civile du 11 juillet 2006 où le pacte de préférence était rattaché à une donation qui avait fait l'objet d'une publication et ce pacte de préférence et cette donation avaient été rédigés par le notaire. Et donc le notaire connaissait le pacte de préférence parce qu'il avait rédigé, ce qui ne l'a pas empêché ensuite d'instrumenter une vente en violation de ce pacte de préférence. Et on a considéré dans ce cas-là, à la Cour de cassation, que le notaire devait refuser d'instrumenter. Voilà un cas supplémentaire en plus de ceux habituels, refuser d'instrumenter parce qu'il devait préserver les droits du bénéficiaire. Donc on pourrait parfaitement ici considérer que le notaire engage sa responsabilité lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance, parce qu'il y a eu publication, du pacte de préférence à l'égard justement du tiers qui est lésé. Alors, autre responsabilité possible, c'est celle du tiers. Le tiers qui a connaissance du pacte de préférence et qui conclut tout de même la vente commet une faute et engage sa responsabilité. En revanche, le fait que le pacte soit publié ne permet pas de présumer la connaissance du tiers. On s'était demandé si la publication d'un pacte, publication facultative, et vous voyez bien, elle est rattachée parfois à un autre acte dont la publicité est obligatoire. Et dans ce cas-là, est-ce que le simple fait que ce soit publié permet de présumer la connaissance du tiers? Non. Et c'est d'ailleurs dans cet arrêt du 11 juillet 2006 que la question s'est posée de manière implicite. On a considéré que ce tiers, on devait établir qu'il connaissait l'existence et il n'y avait pas de présomption en raison de la publicité. Mais on peut aller plus loin encore, nous dit l'article 123, qui reprend la règle de l'arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006. Il est possible, si on établit une double connaissance du tiers, c'est-à-dire établir que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte de préférence et que le tiers avait connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, si on établit cette double connaissance, alors on peut obtenir la nullité du contrat,
donc je suis le bénéficiaire et je peux obtenir la nullité du contrat conclu avec le tiers, ou éventuellement, je peux obtenir d'être substitué dans les droits du tiers, d'accord, aux mêmes conditions, bien entendu. Donc, c'est cette double connaissance qui permet justement d'obtenir une telle nullité ou la substitution. Alors, on sait très bien qu'en pratique, prouver que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte, ce n'est pas trop compliqué. Quand ce sont des personnes qui travaillent ensemble, on avait deux médecins qui travaillaient dans un cabinet médical, il y avait une clause de préférence dans le bail, puis l'un d'entre eux a quitté le cabinet, a créé une société écran par laquelle il a racheté le bien. Donc, manifestement, il connaissait l'existence du pacte de préférence, ou des personnes qui travaillent dans une même entreprise. En revanche, prouver que le tiers avait également connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et on sait que c'est une probatio diabolica, et les cas dans lesquels on l'a admis étaient des cas relativement rares, mais dans un cas pratique, en tout cas, on sait très bien de quelle manière ça peut être formulé, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile à établir. Dans ce cas-là, il y a une substitution qui est parfaitement envisageable. Alors justement, pour établir cette mauvaise foi du tiers, à quel moment faut-il se placer? Parce que vous, en tant que notaire, la situation que vous allez rencontrer, c'est celle d'une promesse synagmatique de vente qui a été conclue, d'accord, avec une clause de réitération des consentements devant notaire qui est prévue 3 mois plus tard. Et puis, entre les deux, entre la promesse et la signature définitive, eh bien, vous recevez un courrier d'un éventuel bénéficiaire et qui porte à votre connaissance l'existence de ce pacte de préférence. En vous disant, ben voilà, vous l'ignorez peut-être parce qu'il n'a pas été publié, mais il y a un pacte de préférence, je vous en envoie une copie du contrat, pacte de préférence qui est manifestement a été violé par le promettant, et je vous demande donc de stopper le processus contractuel et de ne pas instrumenter. Alors que faites-vous dans cette hypothèse? Que faites-vous dans cette situation? Eh bien, il faut que vous vous interrogiez sur le moment où le tiers est définitivement engagé, puisque c'est à ce moment-là qu'il faudra vérifier, lorsqu'il s'est engagé, s'il était de bonne ou mauvaise foi. Quand vous avez une promesse schématique de vente, on reviendra sur cette question, en principe, la promesse schématique de vente vaut vente. La clause de réitération des consentements devant notaire est une formalité, c'est un simple terme. Terme, en principe, suspensif. Qu'est-ce qui a été suspendu? Le paiement effectif du prix et le transfert de propriété. Et donc, par conséquent, le contrat est définitivement conclu au jour de la promesse. Seuls certains de ces effets ont été suspendus au jour de la réitération des consentements devant notaire. Et par conséquent, dans notre hypothèse, si vous recevez ce courrier après la promesse de vente qui vaut vente, dans ce cas-là, les parties sont définitivement engagées. Et dans ce cas-là, vous avez connaissance de l'existence de ce pacte. Votre client, par la même occasion, en a connaissance, mais il est trop tard. Et donc, vous ne pouvez pas refuser d'instrumenter. Vous allez aller au bout du processus contractuel. En revanche, ce sont des hypothèses qu'on peut rencontrer. Si les parties ont fait de la réitération des consentements devant notaire un élément essentiel et déterminant de leur engagement, dans ces cas-là, la promesse de vente ne vaut pas vente. On a un simple projet. Les parties ne sont pas définitivement engagées. Et si, entre-temps, vous, en tant que notaire, vous recevez justement cette lettre, et donc que le tiers devient un tiers qui a connaissance du pacte et de l'intention du bénéficiaire de son prévaloir, puisqu'il s'est manifesté, dans ce cas-là, vous devez refuser d'instrumenter. Tout simplement parce que vous devez garantir la pleine validité, la pleine efficacité de l'acte de vente. Or, dans ce cas-là, vous savez que l'acte de vente pourrait être annulé ou qu'il pourrait y avoir substitution, parce qu'on arrivera à établir assez facilement que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Voilà, en fait, comment il faut aborder les choses lorsque vous êtes dans l'hypothèse d'un pacte de préférence. Alors, on a une autre affaire, encore plus intéressante, une affaire de la 3e chambre civile du 6 décembre 2018, toujours dans cette combinaison entre pacte de préférence et promesse. Et cette fois, c'était une promesse unilatérale de vente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait un pacte de préférence à terme, d'accord? Donc, une durée déterminée, disons de 5 ans. On a une promesse unilatérale de vente qui a été conclue par le promettant, apparemment sans respect du pacte de préférence. Donc, il conclut presque à la fin du pacte de préférence, quelques mois avant, une promesse unilatérale de vente. Donc, il promet de vendre. Et au moment où le bénéficiaire lève l'option, eh bien, on est au-delà du terme. C'est-à-dire que le pacte de préférence ne produit plus ses effets. Et la question qui s'est posée ici, c'est de savoir s'il y a eu, par le promettant, violation du pacte de préférence. Parce qu'il est vrai que la promesse a été conclue avant l'expiration du terme du pacte de préférence. Mais l'option a été levée après le terme du pacte de préférence. Or, on sait que dans la promesse unilatérale de vente, en tout cas dans la jurisprudence antérieure,
Finalement, on nous rappelait que le promettant n'était pas définitivement engagé, ce qui explique que le bénéficiaire ne peut obtenir de lui que de simples dommages et intérêts, et par conséquent, le contrat est définitivement conclu au moment où le bénéficiaire lève l'option. Donc, on aurait pu parfaitement dire il n'y a pas eu de violation du pacte de préférence parce que le contrat n'a été définitivement conclu et l'engagement définitif du promettant n'intervient en réalité qu'au moment de la levée de l'option, qui était postérieure au terme du pacte de préférence. Eh bien, ce n'est pas le raisonnement de la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans cet arrêt de la troisième chambre civile du 6 décembre 2018, nous dit non, ce qui compte, c'est la date de la promesse. Et c'est l'intention de vendre. Et quand il a décidé de vendre, il a décidé de vendre au jour de la promesse. Il y a donc eu violation du pacte de préférence qui était encore valable, qui n'était pas arrivé à son terme au moment où la promesse a été conclue, indépendamment de la levée de l'option. Et c'est là que c'est totalement incohérent. C'est la jurisprudence antérieure. Hein. Avant l'article 124, il nous dit que maintenant l'exécution forcée est de droit. Mais c'était pas cohérent de nous dire que la promesse de vente promesse unilatérale de vente n'engage pas définitivement le promettant, qu'il n'a pas définitivement donné son consentement à la vente, ce que nous dit la Cour de cassation à cette époque, et en même temps, dans cet arrêt du 6 décembre 2018 au regard du droit antérieur, nous dire que ce qui compte, c'est le moment où il a décidé de vendre, et il a décidé de vendre au moment de la promesse. Donc une jurisprudence qui est assez incohérente. Bon, enfin, peu importe. Indépendamment de cette cohérence, on sait en pratique que quand vous avez une promesse unilatérale de vente, vous ne devez pas, justement, conclure cette promesse avant l'expiration du pacte de préférence, même si la levée de l'option est postérieure, il y aura violation parce que vous aurez, dans ce cas-là, décidé de vendre au moment où le pacte de préférence produisait encore ses effets. Voilà en quoi cet arrêt du 6 décembre 2018 est intéressant au regard du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de vente. Alors, quelques mots pour finir sur le pacte de préférence avec la question de l'action interrogatoire. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette question, mais vous savez que l'article 1123, alinéa 3, alinéa 4, nous explique que désormais, pour essayer de sécuriser les droits du bénéficiaire, il est possible justement enfin les droits du tiers plutôt, qui voudrait se porter acquéreur d'un bien, il est possible d'interroger le bénéficiaire potentiel du pacte de préférence. C'est une action interrogatoire, ce n'est pas une action en justice, c'est juste une interpellation. Il s'agit d'écrire un courrier, et le mieux est de confier cette tâche au notaire, pour ne pas se tromper, qui prévoira, d'abord, il utilisera les bons termes, et il prévoira les modalités, justement, de cette interrogation, et vous allez interpeller le bénéficiaire pour lui demander, alors s'il a un pacte de préférence, certes, mais également s'il a l'intention de s'en prévaloir. Et il faut poser cette question. Dans cette hypothèse-là, ce que nous dit le texte, c'est que je dois l'interpeller en lui posant cette double question et il doit répondre dans un délai raisonnable. S'il ne répond pas dans un délai raisonnable, eh bien, ce bénéficiaire ne pourra plus demander la nullité ou la substitution prévue par l'article 1123, alinéa 2 du Code civil. Vous voyez, l'effet est limité. C'est uniquement l'impossibilité de se prévaloir la nullité ou la substitution. Alors, comment réagir face à cette action interrogatoire? D'abord, ce qui découle des premiers commentaires et de la pratique de certains notaires, c'est que c'est une obligation. A priori, même si on présente ça comme une faculté, puisqu'on dit simplement qu'il a la possibilité d'interroger ce tiers, interroger le bénéficiaire, certains disent que c'est pas vraiment une faculté, ça relèverait plutôt de l'obligation. En tout cas, vous devez rappeler en tant que notaire l'existence de cette action interrogatoire. Et quand vous avez un tiers, vous lui dites, écoutez, vous avez, si vous connaissez ou si on vous a parlé d'un éventuel bénéficiaire d'un pacte de préférence, vous avez à votre disposition cette action interrogatoire et vous devriez, en principe, si vous avez de telles informations, vous devriez interroger ce bénéficiaire. Ensuite, quant à la forme de cette interrogation, eh bien, il n'y a que des interrogations. C'est-à-dire que, est-ce que je dois, en tant que tiers, indiquer au bénéficiaire les conditions de l'offre qui a été formulée par le propriétaire? Est-ce que je dois lui expliquer quel est le contenu également, si je bénéficie d'une promesse, le contenu de la promesse? Ou est-ce que je dois rester très évasif et très général en disant, voilà, on m'a proposé la vente, est-ce qu'il y a un pacte de préférence? Est-ce que vous avez l'intention de vous en prévaloir? Et de la même façon, que doit répondre le bénéficiaire? Est-ce qu'il doit dire oui, je suis intéressé par l'opération et il peut alors changer d'avis, ou est-ce qu'il est définitivement engagé et qu'il ne peut plus changer d'avis? Il y a énormément d'interrogations sur le champ d'application de cette action interrogatoire
sur la manière de formuler cette interpellation et sur les conséquences d'une telle interpellation. Donc, en pratique, il est souvent dit au tiers, voilà, vous avez cette action interrogatoire, vous devriez la mettre en œuvre, mais en même temps, on n'insiste pas plus que ça. On n'insiste pas plus que ça, et d'ailleurs, même en pratique, on voit pas très bien trop l'intérêt pour un tiers de le faire. Parce que, soit le tiers ne fait rien, et dans ce cas-là, la seule chose qui pourrait être établie, c'est qu'il avait connaissance de l'existence du pacte et de l'intention du bénéficiaire, mais prouver qu'il avait connaissance de l'intention du bénéficiaire est quasiment impossible. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de nullité de substitution. Si il interroge le bénéficiaire et que celui-ci lui répond, dans ce cas-là, il va se bloquer une opportunité. Et en réalité, en pratique, on se rend compte que le plus souvent, le tiers n'aura aucun intérêt à interpeller un éventuel bénéficiaire. Et même s'il a entendu dire qu'il y avait peut-être un pacte de préférence et qu'il pourrait éventuellement l'interroger pour avoir les idées plus claires, le tiers a tout intérêt à ne rien dire et à laisser faire parce que le mieux est justement de ne pas s'exposer à un bénéficiaire qui pourrait saisir une bonne affaire et qui pourrait remettre en cause les prévisions du tiers. En tout cas, cette action interrogatoire, elle existe et vous devez en avoir connaissance et vous êtes censé en rappeler l'existence au tiers qui serait votre client. Alors, voilà pour ce pacte de préférence. On a essayé d'évoquer un certain nombre de questions qui sont des questions récurrentes, parce que le pacte de préférence en soi n'est pas une clause très difficile à rédiger, mais il y a ces difficultés un peu particulières qui peuvent se poser lorsque vous êtes confronté à un pacte de préférence. Alors, je voudrais maintenant évoquer avec vous le cas des promesses. Et vous allez voir qu'on va y consacrer quand même pas mal de temps, puisque les promesses constituent l'essentiel de votre activité. Quand on évoque les promesses, il y a principalement deux promesses, la promesse unilatérale, la promesse synagmatique, et on va prendre le modèle de la vente, qui est quand même le cas le plus courant pour vous, promesse unilatérale de vente, promesse synagmatique de vente. J'évoquerai par la suite la promesse de porte-fort assez brièvement et le contrat de réservation, contrat préliminaire de réservation, dans l'hypothèse d'une vente d'immeuble à construire. D'abord, la première chose que vous devez vous demander pour votre client, c'est quel est l'intérêt de choisir une promesse unilatérale ou une promesse synagmatique. Il est vrai qu'auparavant, lorsque vous avez une promesse unilatérale de vente, l'un des arguments phares était de dire, en tant que promettant, vous n'êtes pas définitivement engagé à vendre, à moins qu'il y ait une clause d'exécution forcée en nature, eh bien, vous pouviez vous libérer en versant de simples dommages et intérêts. Aujourd'hui, on va le voir, avec l'article 124 du Code civil, dès lors que l'exécution forcée en nature est de droit, la promesse unilatérale de vente n'est plus aussi avantageuse, en tout cas en termes de liberté, qu'auparavant. On peut toujours, et on le verra plus tard, prévoir une clause de non-exécution forcée. C'est parfaitement envisageable, ce qui pourrait laisser encore une place pour la promesse unilatérale de vente. Également, on vous dit habituellement que au nord de la Loire, on a plutôt tendance à utiliser la promesse unilatérale et au sud de la Loire, plutôt la promesse synagmatique. Bon, c'est pas aussi tracé que ça. C'est vrai que les usages sont plutôt une promesse unilatérale au nord de la Loire et synagmatique au sud. Mais en réalité, il n'y a plus véritablement de frontières étanches et on a, selon les pratiques des études et selon les besoins des parties, des promesses unilatérales ou des promesses synagmatiques. La promesse unilatérale de vente, on la choisit généralement, mais c'est pas une règle absolue, hein, mais lorsqu'on en est encore très loin, il y a encore de nombreuses conditions suspensives et donc le bénéficiaire notamment veut se conserver une certaine liberté, ce droit potestatif qui lui est accordé dans le cadre du droit d'option, ne pas lever l'option et pouvoir de cette manière être libéré, notamment lorsqu'une des conditions n'est pas réalisée, il n'est engagé à rien. Donc on a tendance à choisir la promesse unilatérale lorsqu'il y a encore de nombreux éléments d'incertitude et de nombreuses conditions suspensives qui sont pendantes. Et on choisit plutôt la promesse synagmatique de vente, d'abord quand on veut définitivement engager les deux parties, ou notamment lorsque l'essentiel des conditions suspensives ont été réalisées, on opte plutôt pour la promesse synagmatique de vente. Vous voyez, il n'y a pas de règle absolue. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a un premier travail de qualification important, et lorsque vous voulez conclure une promesse unilatérale ou une promesse synagmatique, parfois, lorsque c'est vous qui la rédigez, généralement, vous êtes bien aidé par les SS2I, que ce soit Fiducial, Fischerga ou Genapi, et vous arrivez à formuler correctement une promesse unilatérale, une promesse synagmatique. Le seul inconvénient pour vous, c'est que parfois, vous allez récupérer des promesses qui ont été rédigées par d'autres personnes moins expérimentées ou moins bien assistées. Et là, vous avez de mauvaises surprises. Alors, comment, justement, peut-on échapper à
à ces différentes difficultés ou interrogations. D'abord, on s'est parfois demandé si l'existence d'une clause de substitution, clause sur laquelle on reviendra, ne vous inquiétez pas, mais si l'existence de cette clause de substitution n'avait pas une incidence sur la qualification. Il est vrai que certains juges du fond s'étaient laissés séduire par l'argumentation suivante qui consiste à dire qu'à partir du moment où, en tant qu'acquéreur, je me donne la possibilité de me substituer une tierce personne, je ne suis pas tout à fait engagé. Et à partir du moment où je ne suis pas vraiment moi-même définitivement engagé, eh bien, je ne peux pas considérer que c'est une promesse anagmatique. Et si ce n'est pas une promesse anagmatique, c'est une promesse unilatérale. Et si elle est unilatérale, j'ai souvent, parce qu'elle est sous seing privé, sous signature privée, j'ai souvent l'article 1589.2 qui me demande un enregistrement dans un délai de 10 jours à peine de nullité absolue. Vous voyez, c'est souvent comme ça que les questions vont se poser. Et la Cour de cassation a été très claire, notamment dans un arrêt du 28 juin 2006, l'existence d'une clause de substitution n'a aucune incidence sur la qualification de la promesse. Ce n'est pas parce qu'en tant qu'acquéreur, eh bien, je prévois la substitution d'une société civile immobilière en cours de constitution que je ne suis pas pour autant définitivement engagé. Ça n'a aucun rapport. Donc, l'existence d'une clause de substitution n'empêche pas la qualification ou l'utilisation d'une promesse anagmatique de vente. Autre interrogation, comment je peux identifier une promesse unilatérale par rapport à une promesse anagmatique lorsque les parties l'ont mal qualifiée? Il arrive que vous retrouviez entre vos mains, au moment où vous devez instrumenter l'acte définitif, finalement une promesse qui n'est pas très claire, dans laquelle on a des parties qui ont qualifié la promesse de promesse anagmatique d'achat et de vente. Et puis quand on lit la promesse, et c'est ce qu'avait relevé la Cour de cassation dans un arrêt, eh bien on voit au regard des éléments qu'il y avait une indemnité d'immobilisation. Assez étrange, parce que le terme d'indemnité d'immobilisation est plutôt utilisé pour les promesses unilatérales, même s'il est vrai que dans certaines promesses mal rédigées, plutôt que de parler de dépôt de garantie pour une promesse anagmatique, on a parlé d'indemnité d'immobilisation. Mais peu importe, on a une indemnité d'immobilisation, on se dit c'est peut-être plutôt une promesse unilatérale. On a un droit d'option. Alors on se dit, un droit d'option dans une promesse anagmatique, c'est impensable. Et puis, on a aussi, et c'est ce que dit la Cour de cassation dans un arrêt de 2019, une sorte de déséquilibre significatif. Alors le terme est maladroit. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas symétrie et réciprocité des obligations. Et quand il n'y a pas symétrie et réciprocité des obligations, il n'y a pas de contraste anagmatique. C'est une promesse unilatérale. Et c'est ce qui s'est passé dans une affaire où justement la promesse n'avait pas été enregistrée dans le délai de 10 jours. L'une des parties disait, oui, on a peut-être utilisé la qualification de promesse anagmatique d'achat et de vente, mais le juge n'est pas tenu par la qualification des parties et il a requalifié par promesse unilatérale et il a constaté qu'elle n'avait pas été enregistrée dans le délai de 10 jours et il a prononcé la nullité de cette promesse. Donc il faut faire très attention justement à ne pas se tromper de qualification. Autre problème également, c'est dans l'hypothèse où vous avez les promesses unilatérales croisées. On retrouve assez fréquemment cela dans les promesses de cession de parts sociales, promesses unilatérales d'achat d'un côté, promesses unilatérales de vente de l'autre, dans des conventions de portage notamment, sans rentrer dans le détail, mais les parties veulent deux promesses unilatérales. Elles ne veulent pas une promesse anagmatique, sinon elles l'auraient fait. Et elles ont préféré deux promesses unilatérales afin justement de garder chacune sa liberté, avec un droit d'option pour la vente d'un côté, pour l'achat de l'autre, et puis un régime qui leur convenait davantage. Sauf que, et on a eu un arrêt du 22 novembre 2005 en ce sens, eh bien les juges, quand ces promesses sont mal rédigées, notamment ici, on n'avait pas précisé qui devait lever l'option, eh bien le juge a tendance à requalifier ça en promesse anagmatique, à dire que ce ne sont pas deux promesses unilatérales, mais qu'il s'agit en réalité d'une promesse anagmatique. Alors, c'est intéressant lorsqu'on veut faire échapper, lorsqu'on a une promesse unilatérale croisée et qu'on veut le faire échapper à l'article 1589.2 s'il est applicable, c'est intéressant d'avoir cette requalification de promesse anagmatique. Mais dans les hypothèses où les parties ont vraiment voulu une promesse unilatérale parce qu'elles ne voulaient pas qu'on considère que le contrat était conclu avant une certaine date, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, il est vrai que la requalification en promesse anagmatique n'est pas satisfaisante. Alors, dans un arrêt du 13 septembre 2011 de la Chambre commerciale, on avait la même situation, une promesse unilatérale d'achat d'un côté, une promesse unilatérale de vente de l'autre, et finalement, les juges ont considéré qu'il fallait respecter la volonté des parties, pas requalifier en promesse anagmatique, qu'elles avaient véritablement voulu deux promesses unilatérales croisées, et qu'il fallait respecter leur volonté. Donc vous voyez, là aussi, travail de qualification, le mieux dans une promesse unilatérale de vente et d'achat est de dire expressément que les parties ne veulent pas une promesse anagmatique, qu'elles ont formellement voulu deux promesses unilatérales croisées, mais il faut le dire expressément pour éviter une éventuelle requalification. Alors, juste un dernier mot sur la qualification. Vous aviez une affaire
qui touchait à l'indemnité d'immobilisation. C'est très intéressant parce que c'est souvent l'existence de cette indemnité d'immobilisation dans une promesse unilatérale de vente qui va être utilisée par l'une des parties pour dire que si elle n'a pas enregistré dans le délai de 10 jours, à peine de nullité absolue, c'est parce qu'il s'agissait en réalité d'une promesse synalagmatique et qu'il faut y voir une promesse synalagmatique. Pourquoi? Parce que l'argument est le suivant, c'est de dire, pour qu'il y ait une promesse synalagmatique, il faut qu'il y ait réciprocité des obligations. D'un côté, vous avez le promettant qui s'est engagé à vendre, et de l'autre, vous avez le bénéficiaire qui s'est engagé à payer cette indemnité d'immobilisation. Donc, il y a bien une obligation de part et d'autre, il y a bien une promesse synalagmatique. Je ne suis donc pas soumis à l'enregistrement prévu par l'article 1840A du Code général des impôts, qui est devenu l'article 1589.2 du Code civil. Eh bien, en réalité, il ne suffit pas qu'il y ait réciprocité des obligations. Il faut qu'il y ait réciprocité et symétrie. À l'engagement de vendre du promettant doit répondre une obligation d'acheter du bénéficiaire. Or, le simple fait qu'il y ait une indemnité d'immobilisation de 5 ou 10%, eh bien, ça n'engage pas définitivement le bénéficiaire. Donc, ce n'est pas une promesse synalagmatique. Mais prenons l'hypothèse où vous avez un client qui vient vous voir et vous demande une indemnité d'immobilisation de, je sais pas, 90-95% du prix. Dans ce cas-là, on se dit, mais est-ce qu'il y a véritablement encore une liberté du bénéficiaire? À partir du moment où il a payé 90% du prix dans une indemnité d'immobilisation, sa liberté est totalement illusoire. Donc, il est quasiment obligé d'acheter. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'à l'obligation de vendre du promettant répond une quasi-obligation d'acheter du bénéficiaire, ce qui justifie la requalification en promesse synalagmatique? On avait pu le penser à un moment donné, et puis, et je finirai là-dessus, puis vous avez un arrêt, la première chambre civile du 1er décembre 2010, eh bien, qui, au contraire, ne se livre pas à cette appréciation objective. Est-ce qu'il y a une liberté véritable du bénéficiaire en raison du montant très élevé de l'indemnité d'immobilisation, mais qui se livre à une appréciation subjective? Qu'est-ce qu'ont voulu véritablement les parties? Et en l'espèce, vous allez voir l'intérêt de la promesse unilatérale. C'est que vous avez quelqu'un qui est en instance de divorce et qui veut absolument acheter un bien. Mais il ne veut pas conclure de promesse schématique de vente qui vaut vente parce que sinon il achète le bien pendant le mariage et son épouse, sa future ex-épouse, aurait des droits sur ce bien. Donc il va conclure une promesse unilatérale de vente, sauf que, et il va être le bénéficiaire, sauf que le promettant dit oui, mais moi j'aurais voulu une promesse schématique et moi je vais être sûr que vous achetiez, dans ce cas-là je veux une indemnité d'immobilisation de 90%. Et donc votre client acquéreur lui dit très bien, je vous paye une indemnité d'immobilisation de 90% du prix, mais je veux une promesse unilatérale pour lever l'option après le divorce, et de cette manière, je serai considéré comme propriétaire, mais au moment où je lève l'option, d'accord? Au moment de la signature le plus souvent. Et donc, dans cette hypothèse, il a voulu une promesse unilatérale de vente, c'est très clair, justement pour éviter que le bien ne soit acquis pendant le mariage, et il a accepté aussi le paiement d'une indemnité très importante. Par la suite, plusieurs années après, lorsqu'il y a justement liquidation, les héritiers de son ex-épouse, éventuellement d'un autre lit, peu importe, se disent ce bien-là, en réalité, qui a été acheté il y a plusieurs années de cela, ce bien aurait dû faire partie aussi de la liquidation du régime matrimonial, parce que ce n'était pas une promesse unilatérale, c'était une promesse schématique. Et ce qu'il voudrait, c'est obtenir la requalification en promesse schématique pour considérer que la vente a eu lieu pendant le mariage, pour pouvoir récupérer des droits sur le défunt, sur son ex-épouse. Et justement, ici, la Cour de cassation a considéré que même si le montant était très important, ce qui compte, c'est la volonté des parties. Et que les parties ont voulu, justement ici, conclure une promesse unilatérale de vente. Et on ne tient donc pas compte du montant très important qui rendait pourtant illusoire la liberté du bénéficiaire. Donc, c'est un arrêt avec une formule importante. Il a été publié. Est-ce que ça veut dire qu'il fera jurisprudence? J'en sais rien. Le mieux en pratique, c'est de ne pas prendre de risques. On ne conclut pas de promesse unilatérale avec une indemnité aussi importante. Si le client insiste, dans ce cas-là, vous lui dites, clause de conseil donnée, il y a un risque. Certes, il y a un arrêt pour vous, donc je peux le faire, c'est pas illicite, mais il y a un risque. Si vous acceptez ce risque, pas de problème. Et voilà comment vous vous protégez pour rédiger une clause et un contrat qui finalement est conforme au droit positif, mais parce qu'il y a tout de même une situation assez exceptionnelle, il faut une clause de conseil donnée pour que le client ait bien connaissance des risques qu'il encourt. Voilà pour la qualification. Je vous remercie pour votre attention et toujours même conseil, restez chez vous, protégez-vous et en même temps, protégez les autres. À bientôt. Au revoir.